C'était en plein dans la neige, c'était à 800 mètres, quelque chose comme ça, du col de la Faucille. Mais il fallait y aller par des petits chemins, etc. Et qu'est-ce que c'était? C'était un hangar, essentiellement. On va chercher les lascars, parce que nous les avions entre nous comme ça. Nous allions les chercher de l'autre côté de la frontière. Ils venaient dans une voiture camouflée et ils arrivaient aux roues, ça entrait, montait. Et puis les discussions avaient lieu. L'épisode dure une semaine. Les négociateurs s'épuisent et reprennent tous les points de désaccord, un par un. À l'Élysée, De Gaulle, impatient, appelle plusieurs fois par jour. La partie la plus importante qui est inconnue de toute cette affaire, un coup de téléphone du général à Louis Jox. Cette affaire doit finir. L'Algérie est indépendante. Vous m'entendez? Eh bien, faites le nécessaire. La délégation française s'exécute. Le cessez-le-feu, le Sahara, les garanties apportées aux Européens d'Algérie et l'autodétermination, tous ces sujets sont abordés dans le détail. Presque tout a été réglé aux Rousses. Je dirais même tout. Une fois qu'on a signé, on s'est serré la main pour la première fois. Mais tout cela reste encore secret. Rendez-vous est pris un mois plus tard à Évian. Le 6 mars 1962, les négociateurs se retrouvent pour conclure le pacte. Mais cette dernière phase de la négociation fut plus longue et plus difficile qu'on ne le croyait à son début. Il y eut même des jours d'inquiétude. On sent que ça va se jouer là. Mais ça a été dur quand même. Pendant les 8 jours, ils discutaient mot à mot. Pas tellement du cessez-le-feu, mais de ce qui se passerait pendant la période intermédiaire, de l'installation d'un exécutif provisoire. Il avait été prévu qu'il y aurait un exécutif provisoire avec donc les représentants de toutes les communautés vivant en Algérie. Et ça, comme toujours, quand il s'agit de choisir des personnes, il y a toujours des exclusions qui se font, celui-là on ne veut pas, etc. Bon, c'est ça qu'ils ont discuté. Mais il y a également toute une série de textes qui, je dirais, ont pour but d'orienter les futures relations entre l'État français et l'État algérien, en garantissant un certain nombre de droits aux Français qui resteront en Algérie. Et il y a également donc toute une série de dispositions qui s'efforcent d'orienter les relations économiques, les relations stratégiques, enfin toutes les relations franco-algériennes futures. Jusqu'au dernier moment, les Algériens ont été méfiants sur ce qu'étaient les conditions de la négociation, les modalités des accords, au point de demander la lecture intégrale des accords au dernier moment pour qu'on soit bien, on convienne bien des différents termes. Et avec chaque page des accords d'Évian qui se trouvent au ministère des Affaires étrangères, paraphés par Krim Belkacem d'un côté, les négociateurs français, en particulier Louis Jox de l'autre côté. Les accords d'Évian, c'était, à mon avis, un très bon compromis. C'est un chef-d'œuvre juridique. Que ça, c'est un chef-d'œuvre parce qu'ils anticipaient tous les risques que couraient les Français d'Algérie. Que chaque cas était envisagé, que tout était chiffré, calculé sur les années, les étapes. Ça permettait aux Français d'Algérie de partir peut-être, mais très doucement. L'esprit des accords d'Évian, c'est quoi? C'est, je vais faire un peu de l'ironie, c'est que la période transitoire, c'est un fleuve tranquille. Les Français vont rester, les harkis vont rester.
Le 18 mars, jour de la signature des accords d'Évian, c'est un soulagement, la fin de 8 années de cauchemar. De Gaulle aura mis 4 ans pour aboutir à ces accords. Les premiers soulagés, ce sont les appelés du contingent. Le 18 mars 1962 au soir, quand on a appris la conclusion des accords d'Évian, ça a quand même été une grosse surprise et un énorme soulagement pour nous à l'unanimité. C'est la paix en Algérie. La paix en Algérie après 8 ans de guerre. On a mis que tout devait s'arrêter le 19 mars à 12 heures. C'est quand même un moment extraordinaire. Nous étions soulagés que ça se termine enfin et que nous puissions avoir un horizon très très proche maintenant de notre libération et notre retour en France. L'obsession des appelés d'Algérie, c'était rentrer à tout prix, partir sortir de cette guerre, etc. Personne n'aimait cette guerre, personne. L'indépendance est prévue le 5 juillet 1962. Désormais, l'agenda est simple. Il y aura des élections 3 semaines après la proclamation de l'indépendance, une assemblée constituante, un nouveau régime, un nouveau pouvoir en Algérie. C'était ça le scénario. Mais la liesse est de courte durée car le scénario n'est pas respecté. On sait bien que la guerre ne s'est pas terminée le 19 mars, puisqu'il y a eu peut-être derrière les 3 ou 4 mois les plus violents de la guerre d'Algérie, les plus affreux. C'est l'OAS qui a refusé le cessez-le-feu, d'abord dans un premier temps refusé, et dans un deuxième temps carrément violé, 2 jours après. À Alger, 6 obus de mortier tirés par l'OAS tombaient sur la place du gouvernement. C'était le début de l'offensive de l'OAS, qui devait ensuite s'attaquer aux forces de l'ordre, tuant 15 soldats, en blessant 70. Et le 23 mars 1962, à Bab el-Oued, les civils de l'OAS armés tirent sur les soldats du contingent pour récupérer leurs armes. Et il y a 9 morts. Alger s'embrase dans un déchaînement de violence. L'OAS veut reprendre la main. Les activistes s'attaquent directement aux musulmans et à l'armée française. C'est la stratégie de vouloir montrer que il y a une force en Algérie qui s'oppose à ces accords d'Évian, qu'elle est représentative d'une partie importante de la population, les Européens et les musulmans fidèles à la France. La volonté, après les accords d'Évian de la direction de l'OAS, du général Salon et d'un certain nombre de ses adjoints, c'est de dire, bon, il faut maîtriser Alger, il faut maîtriser l'Algérie, il faut que ce soit à nous. Et comme ça, les accords d'Évian qui prévoient une passation de pouvoir entre la France et le FLN ne pourra pas se faire, puisque c'est nous qui aurons le pouvoir à Alger et à Oran. La tension devient extrême, paroxystique, on pourrait dire. Hein, c'est la politique de terre brûlée, les grands incendies, les raffineries, cette politique totalement folle de l'OAS, d'assassiner tout Algérien parce qu'il était algérien, sans aucune raison, les blesser dans les hôpitaux. Enfin, ça a été abominable, quoi. L'OAS tente le tout pour le tout. Certains pieds noirs la rejoignent. C'est l'escalade. C'est des gens qui sont rentrés chez eux un soir en disant ben voilà, j'ai appris qu'il y avait machin qui avait été tué par le FLN, enfin par les Arabes, hein, ils parlent pas de la FLN, et donc à chaque fois que maintenant qu'il y a un Français qui va être tué, moi je vais prendre mon flingue et le soir je vais aller tuer un Arabe. Autour de moi, l'OAS était un mythe, hein, mais que tout le monde autour de moi pas ma famille, parce que mon père, lui, était différent de ce point de vue-là. Mais le reste de l'univers dans lequel je vivais était quand même fasciné par l'idée que l'OAS était une sorte de mythe. Parce qu'il y a eu l'idée à un moment donné que l'OAS peut-être allait empêcher les accords d'Évian, voilà, qu'il y avait une sorte de peut-être d'État qui allait se
proclamés indépendants, etc. Une partie des Européens d'Algérie, dorénavant, placent leurs espoirs dans l'OAS, qui sont leur dernier rempart. Mais une date fatidique va faire basculer les choses, c'est la fusillade du 26 mars 62. Ce jour-là, à l'appel de l'OAS, les Français d'Algérie manifestent. Et dans la rue d'Isly, à Bab el-Oued, ils se heurtent à un barrage de soldats français. La violence l'a encore emporté sur la paix. Provocation, énervement, des coups de feu éclatent, une fusillade d'une violence inouïe se déclenche, 49 morts, 150 blessés. Pour la première fois, l'armée française tire sur les Français d'Algérie. Quand on a vu que les troupes gaullistes tiraient sur les manifestants pacifiques, là on s'est dit, De Gaulle fera tout pour remettre l'Algérie aux mains du FLN le plus rapidement possible. Les soldats français tirent sur les Français d'Algérie, l'OAS, plastique, massacre, tire sur des soldats français. Donc il y a bien un côté guerre civile. Le 26 mars 62, les Européens d'Algérie savent dorénavant que l'armée française ne les protège plus du tout. C'est à partir de cette date qu'il y a véritablement le début des départs massifs vers le territoire français. Un autre événement va marquer les Pieds Noirs. Le 5 juillet, à Oran, des centaines d'Européens sont enlevés et massacrés par les combattants algériens. Après le massacre d'Oran, pour les Pieds Noirs, c'est la valise ou le cercueil. Le drame avait figé la ville dans l'angoisse. Oran était redevenu une cité coupée en deux et la ville européenne une ville morte. Ça crée des psychoses énormes, quoi. Et donc finalement les gens n'ont qu'une envie, c'est de partir, d'abandonner leur terre. Ils ont compris que c'était perdu. Pris par la panique, les Français d'Algérie se précipitent pour prendre le bateau. Près d'1 million de Pieds Noirs embarquent pour la France. Ils laissent tout derrière eux, leurs biens et leurs racines. En France, ça sera, je pense, dans l'histoire contemporaine, la plus grande exode massive. Oui. En métropole, les Pieds Noirs vont payer 130 ans de colonisation en Algérie. Beaucoup de Français les voient comme des colons dominateurs. Je me souviens, moi, dans mon lycée, d'arriver de quelques Pieds Noirs dans ma classe. Et c'est tout à fait vrai que les Pieds Noirs étaient mal vus, très mal vus. On était les Pieds Noirs, on n'était pas les gentils, quoi, voilà. Donc il y a eu moi j'ai eu beaucoup de bagarres. Et par ailleurs j'ai eu aussi des enseignants qui n'étaient pas corrects à notre égard. Qui, notamment quand je suis arrivé, j'ai eu des enseignants qui nous ont mis au fond de la classe tout de suite. Parce que nous on était les petits Pieds Noirs. Et je crois qu'à tort, on assimilait en bloc, évidemment à tort, les Pieds Noirs à ce qui représentait l'horreur, c'est-à-dire l'OAS. Et quand on lit les comptes rendus des conseils des ministres, c'est absolument fascinant. J'y invite et les Pieds Noirs et les historiens. On se demande où est-ce qu'on va parquer les Pieds Noirs. De Gaulle s'oppose à ce qu'on les mette dans les villes du Sud, car c'est une mafia. Il ne faut pas rajouter la mafia à la mafia. Alors les ministres font des excès de zèle, on va les mettre tel endroit, à tel endroit. Pour ma famille, ça a été un traumatisme, hein, puisque dans les mois qui ont suivi, la mère de ma mère est décédée, 2 oncles à moi sont décédés, parce qu'ils n'avaient pas vécu et pas supporté. Voilà. Il y a eu beaucoup de décès dans les familles Pieds Noirs, notamment chez les anciens, qui n'ont pas supporté l'exode, la coupure des racines, leur histoire. Il y avait une vie quotidienne tranquille pour ces populations-là en Algérie. Bon, avec des rites, des rendez-vous, voilà. Et puis d'un coup, ils étaient complètement déracinés, dépaysés. Ne serait-ce que la question du temps pour tous ceux qui ont vécu dans cet hiver 62-63 en France où il faisait très froid, c'était une rupture totale avec leur vécu. Voilà, les pullovers, on ne connaissait pas beaucoup en Algérie. Durant l'été 1962, un autre drame va éclater. La NAS se resserre sur les harkis, ces soldats musulmans qui étaient du côté de l'armée française et qui faisaient partie des supplétifs. Les harkis sont considérés par beaucoup d'Algériens comme des traîtres. Les massacres commencent au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. À chaque fois, on se disait, tiens, maintenant, il va y avoir une rafle, on va nous liquider. Et moi, dans mon village, à chaque fois que je voyais une voiture venir sur la piste, parce que c'était une piste,
je me sauvais, je me réfugiais dans les grottes. Il fallait sauver sa peau. Il n'y a pas que des hommes qui ont été tués. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans ma famille, il y avait mon père et mon oncle qui étaient supplétifs. Mais les personnes qu'on a massacrées l'été 62, en août 62, c'était mon grand-père, qui était très âgé, qui n'était pas harki. On a tué ma tante, on a tué mon oncle, et on a tué leur